les états généraux des services publics territoriaux. L'état généraux des services publics territoriaux. Une campagne sur une longue durée, une campagne pour permettre à chaque syndicat de participer à la création des revendications. L'état généraux des services publics territoriaux. Défendre, promouvoir les services publics territoriaux. Mettre en avant le rôle et la place des agents. S'opposer à tous les échelons territoriaux aux projets de destruction portés par le capital et le gouvernement. États généraux des services publics territoriaux. Le thème sur... Alors, il y avait le thème sur le financement qui était... En fait, j'étais pas dans l'ordre. Il y a sur le financement, et justement, il y avait quand même des questions, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. D'autres en ont parlé aussi, mais on est quand même aussi dans un contexte de campagne où il y a des promesses de ne pas augmenter les impôts, par exemple. Et voilà. Et donc, du coup, la perte de financement, comment on envisage, dans ce cas-là, l'avenir des services publics et comment vous voyez, vous, le développement, les financements des services publics dans ce cas-là. Ouais, je ne vais pas répondre. Hein. Je viens de vous donner quelques éléments de réflexion et puis on pourra rebondir dessus. Je crois qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure. De toute façon, on est dans un contexte qui ne nous laisse pas, au niveau des collectivités, en tout cas, la capacité à pouvoir prélever un impôt qui permettrait de financer des services. On l'a évoqué, puisque ça fait partie de mes casquettes, le SDIS. Je fais partie de ceux, et on est quelques-uns au niveau national parmi les présidents de SDIS, de militer pour que l'on ait un impôt pour les services d'incendie et de secours. Quand vous regardez sur les impôts locaux que vous recevez, vous avez une ligne sur le coût que nous supportons les uns et les autres pour l'enlèvement, pour les taxes des ordures ménagères. Nous ne savons pas, aujourd'hui je m'adresse au puits d'Aumois que vous êtes, savez-vous combien revient le service d'incendie et de secours, les pompiers que vous appelez lorsque vous en avez besoin? Nous ne le savons pas. Et ça, je trouve que c'est un premier élément peut-être de mise en visibilité. Parce que ces services, d'ailleurs, pas uniquement les pompiers, mais l'ensemble des services, parce que ce sont des services auxquels on est habitué et on sait qu'ils répondent toujours présents. Ils sont là au quotidien, dans les mairies, partout, mais on n'a pas connaissance, le public n'a pas connaissance. Je vous disais que moi tout à l'heure, ma carrière, je l'ai faite dans le privé, je suis venu dans les collectivités un peu tard, et cette prise de conscience, je l'ai eue parce que un certain nombre d'entre vous m'ont aidé à la porter, parce que j'ai bâti des budgets aussi dans les collectivités, et je me suis rendu compte effectivement du coût que cela pouvait apporter. Vous disiez tout à l'heure, les collectivités, c'est de la naissance à post-mortem, effectivement, très justement, mais on ne sait pas derrière le coût d'entretien d'un cimetière, le coût de ceci, de cela, qui fait cette qualité de vie finalement que beaucoup de pays nous envient quelque part, même si ça devient de plus en plus difficile, mais derrière il y a un coût. Il y a sans doute un sujet sur lequel je serai en différence avec mes collègues, mais je leur laisserai le soin de l'exprimer, c'est sur le fait de la notion du gratuit. Moi je suis très favorable à la notion de tarification différenciée. Moi, je considère, parce que, et pourtant je fais pas partie, je suis touché par l'impôt, hein, je fais pas partie des exclus de l'impôt, mais je considère que je peux payer quand j'utilise un service public, en tout cas un certain nombre je pense au transport notamment, alors que d'autres ne doivent pas le payer parce qu'ils n'ont pas les revenus pour le faire. Et le mettre gratuit, ça enlève la notion de prix. Même si c'est en dehors des collectivités, je pense qu'il serait important aussi que nous sachions, pas pour se culpabiliser, mais parce que certaines... on a la chance, j'ai un peu professionnellement vécu à l'étranger, vu des éléments de comparaison. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop intégré dans la population pour se dire, mais finalement, derrière, il y a quelqu'un qui paye.
Et ça, on l'a un petit peu perdu, on l'a sans doute un petit peu perdu. Et ce qui est fait en régie, il faut là aussi qu'on soit capable de le valoriser. Et je pense que ça serait aussi une juste reconnaissance de la qualité du travail que vous fournissez au quotidien. Parce c'est devenu tellement habituel, ça s'est banalisé, et on ne ramène plus de la valeur dessus. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait défaut. C'est un point, à mon sens, c'est un point de faiblesse du service public pour lequel je peux peut-être vous surprendre, mais vous assurer que j'en suis un défenseur farouche, parce que je crois à ses vertus, et je le vois au quotidien dans l'exercice des missions, que ce soit dans ma commune, que ce soit au SDIS, que ce soit au département. L'engagement, la qualité, je pense notamment à vos collègues des routes au niveau du département qui entretiennent pour le département du Puy-de-Dôme le 3e réseau français et le 1er au niveau de routes d'altitude, combien ils mettent d'engagement et de professionnalisme dedans, mais c'est tellement devenu habituel que les usagers râlent parce qu'il y a un premier nid de poule, mais ils ne se rendent pas compte derrière du travail qu'il y a et de l'argent et du coût que ça représente. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup dans vos métiers de mettre cette valorisation, de dire, eh bien oui, ça représente tant d'argent. Une intervention d'une ambulance rouge, ça représente tant d'argent. Enfin, voilà, peut-être que ça en choquera certains, mais moi je suis convaincu que de remettre un petit peu d'économique derrière, bien sûr en ayant des tarifications les plus sociales. Je crois que pour la restauration scolaire, moi j'ai pas d'état d'âme pour que des familles en difficulté, les enfants puissent prendre des repas pour vraiment quelque chose de totalement symbolique, mais ceux qui peuvent payer doivent le faire. Et c'est aussi l'équité qu'il doit y avoir. Voilà. Mais vraiment, je crois que c'est important de valoriser le travail que vous fournissez au quotidien, parce qu'il est tellement rentré dans un paysage qu'on ne se rend pas compte derrière de ce que ça peut représenter. Et je suis conscient qu'il peut y avoir des différences, mais je les assume, Marianne, tu le sais. Bien sûr. Oui, il y a des différences et bon, c'est très bien, on est là pour les exprimer et puis chacun et chacune se positionne aussi comme il le souhaite. Non, mais je voulais, sur la gratuité, c'est un vrai débat et c'est une vraie bataille culturelle aussi, hein, de dire qu'est-ce qu'est le partage des richesses? Est-ce que c'est par des tarifications sociales ou c'est par le fait de rendre gratuit? Mais du coup, ça pose les questions effectivement de la fiscalité et d'une fiscalité juste. Et là, on a un problème dans ce pays, hein, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé, mais ça marche aussi d'ailleurs pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, une multinationale paye moins qu'une TPE et PME. Donc il y a une inégalité profonde. C'est la même chose que sur l'impôt sur le revenu. Donc il y a énormément de choses à corriger. Et par exemple, sur la question, moi je vais répondre à l'échelle nationale, mais moi dans mon groupe, je suis dans le groupe de la France Insoumise, on se bat pour augmenter la fiscalité des multinationales. Et on l'assume. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gros payent gros et les petits payent petits. Mais c'est aussi comme ça qu'on rééquilibre, qu'on fait du consentement à l'impôt et qu'on fait rentrer des caisses, de l'argent dans les caisses communes, quoi. Et donc qu'on répartit ensuite dans le service public et qu'on peut financer autrement les collectivités. Ça, c'est une première chose et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire oui, il y a des impôts à augmenter. Pour expliquer à qui on s'adresse, parce qu'il y a ceux qui échappent. Et on a des ministres qui sont des menteurs. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir Amélie de Montchalin à l'Assemblée nationale qui nous dit non, il n'y a pas de famille qui échappe à l'impôt, c'est faux. On va faire une saisie à Bercy et on se rend compte évidemment qu'il y a plus de 13 000 personnes, foyers fiscaux, qu'on l'a dit, qui payent 0 d'impôts, quoi. Ce sont quand même des menteurs. Enfin, c'est quand même incroyable au sommet de l'État d'avoir des gens qui, droit dans les yeux, nous disent des mensonges. Bon, ça c'était autre chose. Non, mais parce que, on prend, je veux dire, on a quand même un discours des dominants qui tape fort sur les classes populaires, qui tape fort sur les travailleuses et travailleurs, qui tape fort sur celles et ceux qui galèrent dans ce pays et qui, à côté de ça, vont nous mentir, vont mentir devant l'Assemblée nationale, c'est pas rien, quoi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Sur la question de la fiscalité locale aussi, oui, il faut rétablir, on l'a dit, il faut remettre de la souveraineté, mais il ne faut pas faire aussi des mauvais choix. Je veux dire, moi, on a des débats entre nous, mais quand la métropole verse 6 millions d'euros de subventions à Michelin pour faire le parc Quettaro, moi j'ai un désaccord là-dessus. Surtout dans un moment où on sait que justement, on est dans un budget contraint.
Quand on fait des abattements fiscaux aussi à l'échelle locale, pour Michelin, là encore, à la métropole, mais aussi, je crois, dans d'autres collectivités ici, on a un problème, parce qu'en fait, là encore, on a les mêmes inégalités qu'on a à la tête de l'État, qu'on dénonce et qu'on reproduit quand même chez nous. Et ça, c'est problématique, parce que pour moi, Michelin n'est pas l'entreprise qui doit être soutenue par de l'argent public dans ses projets. Michelin licencie, ferme 2 usines de production tout en faisant des dividendes records à ses actionnaires. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même un exemple très concret. Et donc, il faut faire attention aussi dans les choix politiques. Il y a une autre chose, madame, votre intervention sur ce que vous vivez. Ce que vous vivez et le soutien qui est demandé. Moi, je le dis, on a besoin aussi d'élus qui résistent et qui affirment des choix politiques et une orientation politique différente. Qu'est-ce que ça aurait été si les maires de grandes villes s'étaient opposés aux 1607 heures, avaient dit tous ensemble, non, on tient bon face à l'État et on les applique pas, on fait front, parce que c'est aussi ça, c'est protéger le service public et ses agents. Et c'est de ça dont on manque aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une volonté collective de tenir bon face à ça. Et c'est la même chose, c'est la résistance aussi en local, pour défendre. Mais je vais aller plus loin, le droit de grève va être attaqué, on le sait, et le projet de la Macronie de la droite aujourd'hui, c'est de s'en prendre au droit de grève. Il va falloir tenir bon, nous à l'Assemblée, mais aussi à l'échelle locale, pour que ceux qui sont les employeurs défendent les agents dont le droit de grève ne doit pas bouger, on est bien d'accord. Puis il y a une dernière chose, mais là je vais le dire aussi très clairement, c'est qu'on peut tous dénoncer les attaques sur le service public. Vous allez voir, tout le monde va dire faut pas fermer des classes dans ma circonscription, dans ma commune. Mais je veux dire une chose, il fallait voter la censure. Il y a un moment, c'est aussi quand on a un gouvernement qui n'a pas d'assises démocratiques, qui n'a pas en fait respecté le résultat des urnes et qui continue à appliquer une politique comme s'il était majoritaire alors qu'il a été battu, alors que son projet politique de ruissellement, de politique de l'offre est battu dans les urnes, en fait, il ne faut pas les laisser passer. Et c'est aussi ça, parce qu'on laisse passer des budgets, et aujourd'hui, les conséquences, c'est évidemment les plus... c'est le service public, c'est celles et ceux qui le font vivre, et les plus précaires de cette population. Donc on a aussi, effectivement, à affirmer et résister, parce que c'est ça dont il s'agit. L'extrême droite arrive, mais les néolibéraux sont déjà bien présents, et ont déjà beaucoup emporté de choses, et il ne faut pas les laisser passer. Justement, sous couvert de continuité des services publics, tu parlais du droit de grève, les collectivités ont la possibilité de limiter le droit de grève des agents dans certains domaines, empêchant ainsi les travailleuses et les travailleurs de défendre leurs droits. Alors que pensez-vous de cette attaque du droit de grève ? Moi, j'arrive plus à parler. Toi, j'ai répondu. Voilà. D'abord, ça va avec la loi dite TSP, 1607 heures et compagnie, 6 août 2019. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Il y aurait un contexte plutôt généreux envers les fonctionnaires, on pourrait dire, il y a une contrepartie, mais là, il n'y a aucune générosité, on l'a vu, avec le point d'indice qui est gelé. Et autre petite vacherie. Il faut rappeler peut-être d'abord que c'est pas une obligation. Les collectivités sont encore libres de ne pas l'appliquer. Voilà. Donc la majorité, à ma connaissance en tout cas, puisque j'ai été invité ici en tant que président du centre de gestion de la fonction publique. Donc j'ai une vision à peu près à l'échelle du Puy-de-Dôme. Et à l'échelle du Puy-de-Dôme, j'ai pas vu encore de collectivité faire remonter des projets de... Voilà. Puisque 99% des collectivités sont affiliées. Donc il y en a 4 autres, mais j'ai pas entendu parler de ça non plus. Donc je pense qu'effectivement ça traduit le décalage qui a été exprimé ici entre cette espèce de populisme sur les impôts, populisme sur le matraquage des fonctionnaires à l'échelle nationale, et ce que les élus locaux de toute sensibilité vivent et découvrent parfois, pour ceux comme Jean-Paul qui viennent du secteur privé. Moi, très souvent, les gens qui se sont intéressés à la fonction publique territoriale ont dit « mais oh, c'est chouette ce qui se passe ici, quoi. Enfin, il y a des gens engagés, ça bosse, c'est des petites payes, c'est pour ça quand on parle de DSP, il n'y a pas grand-chose à gagner à déléguer le service public. Et quand je dis ça, c'est un euphémisme. Et puis, peut-être rappeler que tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous deux a parlé des rémunérations moyennes, FPT et FPE essentiellement. Et aussi une façon de faire un peu de pédagogie. Parce que quand on parle des 1607 heures, on donne le sentiment que les fonctionnaires avaient, comme le train de vie de la ville de Clermont, c'est une espèce de légende urbaine, rurale, qui n'a pas de fondement.
mais qui a une explication. C'est que, et pas partout, hein. Les collectivités, les ministères secteurs, ça n'a pas changé grand-chose. Elles y étaient déjà. C'est simplement que, avec la décentralisation, on n'a pas décentralisé le meilleur du statut de l'État tout de suite, à part la garantie de l'emploi avec la séparation du grade et de l'emploi. Et notamment le régime indemnitaire de l'État, le fameux RIFSEP, a longtemps été le monopole de la fonction publique d'État et n'a pas été transféré à la territoriale. Ce qui fait que la possibilité de s'aligner sur la fonction publique d'État était quasiment impossible pour la territoriale. Et donc de sortir du décalage, notamment qu'on peut avoir dans un couple, où les deux époux ont le même niveau de qualification, mais un est dans le privé et un est dans le public, et avec, encore une fois, même qualification, même niveau de responsabilité, il y a 25% de salaire en moins dans le public. C'est encore vrai cet écart aujourd'hui, hein. Et donc, si on rajoute le féminin et le masculin, et donc les collectivités avaient, au nom de la libre administration, la possibilité, quelque part en lot de consolation, de donner des jours de congé exceptionnels. C'est ça l'histoire. Et donc, certains s'en sont saisis en disant « Ah oui, mais il faut mettre tout le monde pareil ». Ben d'accord, mais mettez tout le monde pareil au niveau de la rémunération aussi, on fera le deuil des jours de congé. Alors, sur cette question-là du droit de grève, quelques petits rappels quand même. Parce que si c'est bien une disposition de la loi de transformation de la fonction publique, ce n'est pas à l'origine dans le texte initial. Ça a été rajouté par qui? Nos employeurs locaux, puisque ça a été rajouté par le Sénat. Et c'est bien pour cela que dans la loi de transformation de la fonction publique, la taxe sur le droit de grève ne concerne que notre versant. Ils ont fait leur petit marché à l'occasion. Donc voilà, déjà, les élus locaux, je ne dis pas que c'est vous bien entendu, mais quand on défend le service public, nous avons des associations d'élus que sont l'AMF, l'ADF, etc., etc., etc. Il y a besoin d'avoir des rapports de force aussi à l'intérieur de ces associations d'élus. Ça pourrait également nous aider. Mais sur ça, alors, cette disposition, quand elle est arrivée, on a plutôt été, alors surprise, non. Mais là où on a halluciné, hein, on va employer les termes, c'est que quand on a sur des grandes journées d'action, on a le taux de grévistes. Il se trouve que dans la fonction publique territoriale, en général, on a des taux de grévistes ridiculement faibles. On se dit, c'est pas possible, dans ma collectivité, il y a 50% des agents en grève. On nous annonce 1% ou 1,5% au niveau national, c'est pas possible. Seulement depuis Sarkozy, il y a la suppression de la collecte des taux de grévistes de façon exhaustive, et ils font juste des sondages. Et donc, bien entendu, puisque le taux de grévistes, c'est un élément du rapport de force, on sait qu'ils trichent. En plus, nombre de collectivités, au lieu de faire des taux de grévistes à l'agent, ils font des taux de grévistes équivalents temps plein. C'est-à-dire que si vous faites grève 1 heure, 8 agents qui font grève 1 heure, c'est un agent qui fait grève, vous voyez l'entourloupe. Bref, on s'est dit, mettre en place une attaque comme ça, alors qu'on est si peu grévistes, mais c'est hallucinant. Donc c'était bien la preuve que les agents territoriaux, en règle générale, se mobilisent plutôt beaucoup, parce que comme nous sommes dans des collectivités locales, avec nos patrons, ils sont là, à côté, en face, ils ne sont pas à 600, 700 km, et du coup, possiblement, on a quand même, on arrive à arracher des avancées. Donc voilà, ça c'est une véritable... c'est un gros mot qui me vient, donc il ne faut pas. Bref, c'est un véritable recul. Là où c'est plutôt quand même pas mal, c'est que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a relativement peu de collectivités locales qui l'ont mis en place. Les quelques-uns qui ont essayé, dès l'instant qu'ils avaient un syndicat CGT organisé, qui a l'habitude de la lutte, ils ont dû reculer. Donc j'en profite pour vous dire que si vous ne voulez pas que l'attaque sur le droit de grève dans votre collectivité se mette en place, on a, il me semble, en décembre 2026,
des élections. Et donc, pour rappel, n'oubliez pas de voter et de faire voter CGT lors de ces élections professionnelles. Alors, on parle beaucoup au nom de la libre administration. Là, chaque collectivité applique sa propre politique RH, finalement, concernant le régime indemnitaire des agents. On a pu voir, du coup, ça a mis en lumière, en tout cas, les différences entre les collectivités d'un même territoire. Dans un souci d'équité, n'est-il pas temps d'harmoniser les pratiques au sein d'un même territoire dans un premier temps? Vers le haut. Vers le haut, ouais. Bon, alors ça pourrait faire un peu la transition avec le statut. En tout cas, moi, j'aurais bien parlé un peu du statut. Il y a ces écarts sur le régime indemnitaire, donc les primes, parce que c'est un sujet, sont une problématique. Heureusement qu'il y a le statut. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas le statut qui harmonise un socle minimum de rémunération, de pratique, d'évolution de carrière, et compte tenu, parce que pour harmoniser, il faudrait qu'il y ait aussi, au niveau des flux financiers qui viennent de l'État, une véritable péréquation. C'est-à-dire un véritable partage des richesses entre collectivités territoriales. Le dernier dispositif de péréquation a été mis en œuvre, c'est le péréquation entre les communes et les intercos pauvres et les communes et les intercos riches. Bon, je vous passe l'acronyme parce qu'il est barbare. Mais on fait avec ça uniquement de la péréquation entre collectivités. L'État ne met pas la main à la poche. Hein. On prend aux uns et on donne aux autres. Et là, il y a une autre façon de faire de la péréquation, c'est à travers les dotations de l'État. Notamment la plus connue, la dotation globale de fonctionnement, la DGF. La DGF, alors, elle a perdu, dans les 200 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, à 80%, c'est de la baisse de DGF. Après, il y a d'autres impôts mal compensés. La DGF, le simple fait de ne pas la revaloriser du montant de l'inflation fait perdre aux collectivités entre 500 et 700 millions d'euros par an. Donc presque 1 milliard. Et cette non-revalorisation conduit à faire, avec cette DGF, de la péréquation avec le même argent, donc avec moins d'effets redistributeurs chaque année. Et donc c'est les pauvres qui aident les très pauvres. Mais Auteuil-Neuilly-Passy, on les oublie. Bon, on va prendre un truc un peu ancien. Bon, voilà. Et ça s'est accru avec notamment la suppression de la taxe professionnelle remplacée par un impôt beaucoup moins dynamique et donc beaucoup moins générateur de péréquation. La contribution économique territoriale, la CFE, la CVE. Bon. Et tout à l'heure, on a aussi parlé de relations aux entreprises. Je ne sais plus, quelqu'un a dit les entreprises, elles bénéficient des services publics. Je crois que ça aussi, c'est un bon moyen de faire de la pédagogie. Quand on est dans les collectivités territoriales, bon, les intercos principalement, mais les régions, les départements, enfin tout le monde, on a le souci de faire venir de l'activité économique, de faire venir de l'emploi. Eh bien, moi, dans les expériences que j'ai eues avec les entreprises qui désiraient s'installer dans le Puy-de-Dôme, à l'Est par exemple, les premières questions qu'elles m'ont posées, ça tournait autour des services publics. Elles ne m'ont pas parlé du taux de la cotisation économique territoriale. Elles m'ont demandé s'il y aurait des crèches, parce que faut de la main-d'œuvre, pour qu'il y ait de la main-d'œuvre disponible, il faut que les enfants de 0 à 3 ans, on en fasse quelque chose. Sinon, on sait lequel des deux arrête de bosser dans le couple, hein, parce que avec 25% de salaire en moins, même si c'est pas un vieux macho, bon, voilà. La question, deuxième service public pour lequel les entreprises demandent, s'il y en a et s'il y en aura plus, c'est la mobilité, les transports publics. Voilà. Donc, c'est stérile de croire qu'une entreprise va venir là où il n'y aura pas de service public. Elle ne viendra pas. Donc, on parlait tout à l'heure de solidarité entre les personnes, mais il y a aussi une question de solidarité entre les territoires.
Et donc, c'est pour ça que la péréquation, ce fameux partage des richesses entre collectivités, il est essentiel. Parce que harmoniser autoritairement par la loi ou le décret les régimes indemnitaires, c'est comme l'histoire des 1607 heures, sans régulariser les effets d'inégalité salariale. Si on ne régule pas les inégalités entre collectivités et qu'on demande d'homogénéiser le RIFSEP, eh ben, ça va être douloureux pour les collectivités les plus pauvres. Juste socialement, mais techniquement impossible à mettre en œuvre. Voilà. Donc il faut vraiment régler les problèmes d'argent. Hein. Désolé de parler que d'argent, mais... Moi, juste un point quand même sur l'harmonisation, qui est pour moi un sujet qui est important, parce que ça met en lumière aussi, on va dire, les disparités et les inégalités, bien sûr, entre collectivités, et donc la concurrence que les collectivités entre elles peuvent se livrer. Aujourd'hui, on a une crise des vocations, on a des métiers en tension, on a des difficultés à recruter, et on sait très bien que, et à juste titre, hein, certains fonctionnaires, certains agents vont chercher la collectivité, entre guillemets, la plus rémunératrice pour aller. Et donc, on peut créer des tensions sur des territoires où, comme on le dit aujourd'hui, la difficulté, si on est sur des secteurs en tension, ce sont vous, les agents qui restez en poste sur ces services-là, on vous en demande encore toujours plus. Et ça vient créer, bien sûr, une dégradation de vos conditions de travail. Moi, sur l'harmonisation, ce qui est, je pense, intéressant, c'est qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit qu'avant tout, un service public, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire pour éviter au maximum les inégalités entre, bien sûr, les citoyens et donc les inégalités dans les territoires. Donc, aujourd'hui, ce qui peut aussi se passer dans ces sujets où on peut avoir des écarts de rémunération entre collectivités, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Tony Bernard, des communes riches, entre guillemets, parce que, des communes riches, plus il y en a encore beaucoup, mais en tous les cas, des communes riches vont pouvoir s'offrir, les fonctionnaires vont pouvoir s'offrir des services publics, et d'autres communes n'auront pas les moyens. Je prends l'exemple qui est une problématique sur la sécurité. Moi, ça me pose question aujourd'hui. C'est-à-dire que on a des projets de loi, des Beauvau de la police municipale, où on veut donner plus de missions à nos policiers municipaux pour compenser, on va dire, les défaillances de l'État et de la police nationale. On donne plus de missions. Donc, aujourd'hui, les communes qui auront les moyens de se payer, entre guillemets, des policiers municipaux pourront s'offrir des policiers municipaux et pourront, entre guillemets, offrir de la sécurité et de la tranquillité publique à leurs concitoyens, et d'autres communes qui n'auront pas les moyens ne pourront pas s'offrir des policiers municipaux. Et donc là, on a une rupture d'égalité forte sur nos services publics. Je prends l'exemple de la sécurité, mais ce n'est pas le seul exemple, mais c'est sur l'ensemble. Et là, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Parce que, comme on l'a très bien dit, au début, le service public, avant tout, c'est de l'aménagement du territoire et c'est l'égalité entre les citoyens. Donc, nous, aujourd'hui, je prends l'exemple, vous le savez, je pense, parce qu'il y en a beaucoup, alors, qui en ont peut-être pas, par définition, bénéficié, parce que vous êtes beaucoup des agents de la collectivité de la métropole, mais sur ce mandat à la ville de Clermont, on a décidé l'alignement du régime indemnitaire entre la ville et la métropole, pour aussi éviter potentiellement, c'est entre guillemets des fuites, des fonctionnaires territoriaux de la ville qui vont vers la métropole, ou etc. Et je pense que tout de même, il faut qu'on ait une réflexion sur cette harmonisation, avec toutes les limites qu'a pu dire Tony, mais il faut qu'on ait cette réflexion du fait qu'avant tout, aussi, comme je vous le dis, c'est aussi une problématique d'aménagement et d'égalité entre l'ensemble des territoires. Vous voulez prendre la question tout de suite ou... Non, je continue. Si c'est sur cette question. Oui, c'est sur cette thématique. Moi, il y a un point qui me pose question dans cette compétitivité entre les collectivités, et qui, pour l'éclairage que j'en ai, est quelque part aussi une attaque vis-à-vis du statut. Parce que, et ça a été dans ces éléments de surprise, moi, que j'ai vécu là depuis ces quelques années où j'ai rejoint
les collectivités au sens large, je vois émerger de la part notamment de jeunes qui veulent quelque part négocier leur salaire, de renoncer au statut pour demander un recrutement contractuel. Et ça, je pense que ça pose véritablement problème. Alors ça pose problème parce que là, pour le coup, on rentre dans une vraie compétition entre nous, hein, et je le vois, alors on est trois gros employeurs, on va dire, sur la place de Clermont en termes de volume, et puis il y a l'État aussi qui intervient, qui nous a aspiré d'ailleurs sur l'informatique un certain nombre de compétences, mais sur des jeunes qui aujourd'hui renoncent au statut de service public pour se dire je vais être en position de négocier, parce que autrement ils sont ficelés par rapport aux grilles. Donc on a d'un côté un système très structuré sur lequel il n'y a pratiquement pas de possibilité de manœuvre, et puis de l'autre de se dire écoutez, moi finalement non, c'est pas j'opte pour une autre approche, je préfère être contractuel, ça me permet de négocier mon salaire, de m'affranchir aussi dans certains cas d'ailleurs de passer des concours, et ça c'est, je pense, aussi une réflexion à conduire à terme sur des métiers, je pense notamment aux métiers des travailleurs sociaux qui ont déjà un cursus très, très sélectif, qui arrivent à obtenir leur diplôme et auquel on oblige de passer un concours. Bon, moi quelque part, ça me dérange un petit peu, mais c'est une approche assez personnelle là-dessus. Mais c'est surtout sur ce côté-là, et je le vois augmenter, moi, depuis ces 4-5 dernières années, cette compétitivité qui apparaît donc à travers une augmentation, et pas tant de la part des employeurs, donc des collectivités, mais des candidats que l'on trouve, qui sont des candidats intéressants, et qui nous disent non, moi je préfère être contractuel, parce qu'en plus, pour certains d'entre eux, ils savent qu'ils sont dans des filières qui sont plutôt porteuses, donc ils vont faire une paire d'années sur une collectivité, une autre paire d'années sur une autre, et on détourne quelque part un statut qui fait sens par rapport au sens des missions qui ont été vraiment évoquées tout à l'heure. Donc ça, je crois, et ça mériterait que, au niveau national, mais peut-être aussi au niveau des territoires, qu'on partage là-dessus les préoccupations, et qu'on arrive à avoir quelques lignes de bonne conduite pour essayer de juguler cette situation. Alors juste très rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait une question, sur la question des contractuels, j'aurais quand même un petit bémol. Souvent, ceux qui sont en mesure de pouvoir négocier leur salaire et leurs conditions de travail, c'est malheureusement les cadroirs qui, bon, voilà, pas seulement, mais souvent là où on a besoin de beaucoup de contractuels, et je pense aux métiers catégorisés, c'est plus compliqué. Et après, j'ai un exemple, mais alors là, Conseil départemental de Haute-Garonne, dont je suis issue, donc je connais, je peux en parler. L'an dernier, ils ont réalisé un licenciement de masse, ils ont licencié 500 contractuels en 3 mois. Marge de manœuvre, variable d'ajustement. Près de 8% des effectifs. C'était un cataclysme. Un cataclysme. Un mouvement social d'une ampleur inégalée. C'est une collectivité avec un effectif de 7500 agents à peu près. Plus de 70% des agents étaient en grève pendant plusieurs jours. C'est du jamais vu. Je travaille là-bas depuis près de 30 ans, du jamais vu. Donc voilà, il y a une concurrence entre les territoires, c'est indéniable. Il y a du coup un recours massif à la contractualisation parce que malheureusement, la fonction publique territoriale, elle est tellement peu attractive que y aller, bof, passer un concours, bof, pour des salaires, bof, etc., etc. Enfin, je vous fais pas. Donc effectivement, il y a une concurrence, mais à force d'être dans la concurrence, d'être dans la dégradation des conditions de travail, la dégradation des conditions de vie quand on est fonctionnaire, c'est comme les lits d'hôpitaux qui ferment et donc les services qui ferment. Nous, petit à petit, on va fermer des services publics et on va enlever non pas le besoin, mais le fait que le citoyen ait besoin du service public, et on va désertifier nos villes et certaines zones. Donc on a souvent un slogan à la CGT, c'est « vivre et travailler au pays ».
Et pour ça, on a besoin des services publics locaux. Et du coup, au lieu de cette concurrence entre territoires, et comme on aimerait mettre en concurrence les travailleurs, mettre en concurrence les zones, ben, ayons cette solidarité-là. Et cette solidarité-là, elle peut s'exercer à partir de l'échelon local qu'est la mairie. C'est pour ça que les élections municipales sont un enjeu essentiel et important. Il y a un scrutin essentiel et important parce que ça a un impact sur tout. Et vraiment là-dessus, et c'est pour ça que c'est plutôt très bien que je remercie de nouveau la CSD 63 d'avoir organisé ce débat, parce que nous avons besoin, nous, représentants du personnel et personnel des collectivités territoriales, et vous, nos employeurs locaux, d'être solidaires dans cette préservation nécessaire des services publics territoriaux. Voilà, je ne serai pas plus longue, mais vraiment, on a besoin de cette solidarité et non pas cette concurrence. Si vous me permettez, je voudrais bien rebondir parce que pour moi c'est un sujet important et je le vis dans des recrutements que je vois. Alors certes, les catégories A, mais c'est pas le périmètre qui m'inquiète, qui me pose le plus de questions. Mais je vois dans des jeunes diplômés, Bac+5, qui viennent sur des sujets divers dans une grande collectivité comme le département du Puy-de-Dôme, qui nous disent « mais moi je suis pas prêt à passer un concours ». Donc si on veut les rentrer statutairement, ou en tout cas pour les stagiairisés, c'est en catégorie C qu'on va les mettre. Et il y a un décalage qui sincèrement me gêne, un Bac+5 là-dessus. Donc ce jeune ou cette jeune va nous dire mais prenez mon contractuel, là auquel cas je négocie mon salaire, je verrai si dans les 3-4 ans qui viennent je présente un concours si ça m'intéresse, ou j'irai faire un passage dans le privé, ou j'irai dans une autre collectivité. Et ça, moi j'ai pas de réponse. Si ce n'est que si j'ai le besoin, je vais recruter, je vais donner droit à la demande du jeune, mais je me dis qu'on aurait peut-être une réflexion à avoir entre nous, employeurs, on va dire un petit peu majeurs, sur le territoire, pour essayer de définir une règle, parce qu'on dévoie quelque part le statut de la fonction publique, qui n'était pas fait pour ça, et quand on se souvient, ceux de ma génération, mais je dois être le plus âgé là, dans l'assistance, mais qui ont connu à une époque où les choses étaient très normées, quoi. Un facteur BEPC, catégorie, il y avait des choses, aujourd'hui tout ça a un peu volé en éclats. Et je pense qu'il y a besoin de le repenser. Alors, est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est au niveau local? Je ne sais pas. Mais souvent, les révolutions partent de la base, donc on pourrait le monter au niveau local, le travailler entre nous pour essayer, et avec les partenaires sociaux, bien sûr, que vous êtes, essayer de réfléchir à un schéma. En tout cas, moi, c'est vraiment une question que je vois et à laquelle je ne suis pas à l'aise dans certaines réponses que j'amène aujourd'hui. Alors, je vous propose, voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie, de poser des questions. Donc, je vous propose que peut-être on prenne des questions et voilà, on prend plusieurs questions, ils répondent. Une dernière série de questions, une dernière série de réponses, me dit-on dans l'oreillette droite. Il en a marre, il en a marre. Il est hyper actif, il bouge, il n'en peut plus. Alors, bonjour. Alors, moi, c'est Diana Besson. Alors moi je suis le syndicat de territoire d'Ambert Libradois Forêt. Alors désolé, j'appartiens pas à Clermont. Je suis dans la périphérie. Je suis dans une zone rurale avec un très fort taux de ruralité. Et je suis surprise du discours que je viens d'entendre dans le sens où je vais prendre mon exemple. Moi je suis directrice d'une maison de l'enfance. Et voilà, je touche la paye, exactement la même paye que mon agent polyvalent et que mon adjoint. Et quand j'entends dire qu'un directeur de Clermont a un RICEP mieux qu'un directeur de centre de loisirs pareil, ou d'une maison de l'enfance sur un autre secteur alors qu'ils font un travail équivalent, ça me pose question. Elle est où l'équité? Elle est où? Enfin, là, faut vraiment qu'on m'explique. Ensuite, j'entends parler aussi beaucoup de contractuels. Moi, je vois sur mon territoire, il y a énormément d'agents qui sont à temps partiel et qui sont titulaires de la fonction publique à temps partiel et qui demandent qu'une chose,
c'est d'être à temps plein, mais la collectivité persiste, ça fait 3 ans que la collectivité persiste à prendre des contractuels au détriment de la demande des agents titulaires à temps partiel à demander à temps plein. Alors là aussi, il faudra qu'on m'explique. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous, à Ambert, vous avez le même salaire en tant que directrice que mon agent technique qui est arrivé au même moment que moi. Et pourtant, je manage 14 personnes. J'ai 14 personnes sous ma responsabilité. Qui répond? Je veux bien répondre. Ambert n'est pas tiers, mais simplement, je pense qu'on peut rattacher ça à la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure. Demander aux collectivités de s'aligner sur le RIFSEP avec des recettes fiscales qui sont complètement disparates et très inégalitaires, c'est malheureusement impossible. À l'Est, quand je dis qu'il y a des pauvres et des super pauvres, en gros, pauvre c'est tiers, super pauvre c'est Ambert, quoi. Non mais pour comparer, et entre nous on est des fois un peu solidaires sur des structures supra-communautaires. Je ne suis pas en train de dire que les pratiques sont louables et qu'il faut les encourager, hein. Mais, et encore moins, là pour le coup, parce que ça ne coûte pas plus cher, hein, d'augmenter le temps de travail des agents à temps non complet, quand on a un besoin permanent, s'il faut, moi je veux bien leur expliquer, hein, vous pourrez me les envoyer, quoi. Au centre de gestion, je leur expliquerai, hein. Mais je pense qu'ils doivent savoir. Mais enfin, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que on n'est pas riche, et puis il y a des choses qu'on peut faire parce que ça ne coûte pas plus cher. Voilà. Donc il faut des fois être un peu ingénieux, et et là ça me permet quand même de dire la chose que je voulais dire entre autres, mais c'est que l'instauration du statut dans la fonction publique territoriale en raison de la décentralisation a été un défi majeur. Et le législateur à l'époque, donc ça c'est 82, 83, 84, avec un ministre de la fonction publique qui était quelqu'un qui a encore une vivacité intellectuelle remarquable. Je parle d'Anicet Leport. Je vous invite à lire encore les écrits d'Anicet Leport. Enfin, c'est brillant, c'est construit intellectuellement. Enfin, on a l'impression que le statut est sorti de la tête de cet homme-là, quoi. C'est vraiment chouette. Oui, non, mais pas en 82. Donc, et puis, Leport, il parle aussi de la territoriale. Bien, il parle pas que de l'État. Et l'enjeu, c'était de trouver un équilibre. Et la République, c'est ça, souvent. C'est un espèce de dosage subtil entre la liberté d'un côté et l'égalité de l'autre. Et les lois de décentralisation en 82, celle du 2 mars, c'est une loi qui, dans son titre, promeut les libertés locales. Et donc, les libertés locales, et notamment la libre administration aussi, mais d'un autre côté, l'égalité des usagers à avoir le même service public partout. Et c'est cet équilibre qu'il a fallu trouver, avec des élus locaux qui, pour certains, via des associations d'élus comme l'AMF, mettaient en avant la primauté de la liberté sur l'égalité, et un législateur qui a dit, bon, c'est quand même l'égalité qui va primer. Pourquoi ? Parce qu'on va transférer des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. La fonction publique d'État apportait cette espèce de confiance, parce qu'il n'y avait pas la pression directe des élus locaux. Et tandis que le fait de transférer, par exemple, les permis de construire au maire, on va se dire, ah oui, mais moi j'ai été l'opposant du maire, peut-être que je ne vais pas avoir mon permis de construire. Bon, ben non, mais c'est justement, le statut, il a apporté ça. Parce que le fonctionnaire qui a inscrit le permis de construire, il a finalement sur son travail quelque chose qui est plus important que l'ordre que lui donne le maire, c'est le statut. Et le statut qui lui impose de respecter les usagers et de les traiter de manière égale, dans le respect de la règle de droit. Ce qui impose aussi au maire de respecter la règle de droit, et c'est très bien. Et de limiter les abus. Et donc, finalement, quand on entend dire que le statut protège les fonctionnaires, bah oui et non. Finalement, à travers cette protection,
le statut, il protège qui? Il protège les usagers. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi donner comme pédagogie pour que les gens, les usagers, défendent le statut comme étant aussi leur bien commun. Juste sur le cas précis, alors, je ne le connais pas et j'ai pas d'éléments factuels, mais dès l'instant, et ça le statut le prévoyait, mais il a tellement été dévoyé qu'il ne le prévoit plus. Le statut, il prévoit un droit à la carrière. Et un droit à la carrière avec des grilles, avec des échelons, avec de la promotion interne et de l'avancement de grade. Et dès l'instant qu'on prend une responsabilité, directrice, donc encadrement de personnel, technicité certaine dans le statut initial, avant qu'il soit largement dévoyé par les réformes successives, dès l'instant qu'on prenait une responsabilité, qu'on encadrait du personnel, il y avait un avancement de grade qui permettait d'avoir une paye qui correspondait aux missions exercées. Et donc du coup, il y avait une véritable différence salariale entre l'agent d'exécution et l'agent d'encadrement. Puisque bien entendu, quand on avance dans la carrière, on acquiert des compétences qui doivent être rémunérées. Et sur le cas des contractuels qui ne veulent pas passer de concours, si demain le concours de la catégorie A, il est rémunéré 3 000 €, le concours de la catégorie B est rémunéré 2 500 €, bien sûr qu'on va passer les concours, sans aucun problème. Mais pourquoi on passerait un concours pour un salaire à 1 500 €? De qui se moque-t-on? Donc là, il y a vraiment le problème initial d'attractivité, on ne va pas se mentir, c'est la paye. On en a ras-le-bol d'avoir des fins du mois qui commencent au 2 du mois. Stop, quoi. Donc là, sur ce que tu dis, le problème, c'est vraiment un problème de reconnaissance des qualifications contenu malheureusement dans le statut, parce que le statut a été trop dévoyé depuis sa création, effectivement, par Anicet Le Port en 84. Et on n'a pas le droit au NPI non plus. Alors, normalement, il devrait, mais là... Non, mais non, parce que je fais partie d'un cadre où on n'a pas le droit. Les directeurs de centres de loisirs n'ont pas le droit au NPI d'encadrement. Alors, ça, c'est quelque chose... Il vaudrait le coup que tu fasses passer, tu vois, avec Audrey, tu fais passer la demande. Nous, on peut poser la question au Conseil Sup et monter un truc comme ça. Là, ça vaudrait le coup de faire une intervention et de faire aussi faire une intervention, pourquoi pas à l'Assemblée nationale, par le biais d'une question au gouvernement. Voilà, ça c'est des éléments, donc on passe par Audrey et les éléments factuels, comme ça on pourra avancer. Je vous propose, en fait, on fait encore des questions et on arrête dans un quart d'heure. Les invités restent à votre disposition et vous pourrez discuter, mais de façon peut-être un peu mieux. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu horizontal. Oui, il y aurait 4 questions. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut poser des questions, donc si chacun pouvait répondre rapidement. Là, j'ai 4 questions déjà autour de moi. Hein. Donc, On prend les 4. Oui, bonjour, donc Serge Arveuf, donc ma question s'adresse aux élus principalement. Donc on parle et on reparle donc du statut de la fonction publique et donc j'ai eu l'occasion de voir dans certaines collectivités qu'il y avait une problématique, notamment par rapport aux élus, qui ont une méconnaissance totale du statut. Serait-il pas normal et obligatoire qu'il y ait une formation minimum pour les élus dès qu'ils prennent leurs fonctions? Bon, je vais dire un mot là-dessus. Alors, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait des grandes différences entre nous. Hein. Je pense que la formation des élus devrait être obligatoire. On pourrait très bien imaginer, même aux États-Unis, vous vous rendez compte, ils arrivent à élire un président au mois de novembre qui prend ses fonctions qu'au mois de janvier. Bon, et la démocratie continue à fonctionner. Bon. Non mais... Globalement... Ouais, j'ai mis des guillemets. Globalement, on pourrait très bien imaginer que les maires élus au mois de mars prennent leurs fonctions le 1er juin
et pendant 2 mois, on les envoie en formation d'intégration, comme on le fait pour les fonctionnaires. Et ça leur rendrait service en plus. Oui, à vous aussi, oui. Et ils seraient opérationnels plus vite, et bon, enfin bref, on aurait moins de contentieux devant les tribunaux administratifs. Tout le monde serait gagnant. Voilà, et ça ferait montrer qu'on est une démocratie un peu responsable et non pas au rabais. Voilà, bon... Vous avez parlé tout à l'heure d'harmonisation. J'ai fait partie pendant 42 ans de la fonction publique d'État. Et depuis effectivement une dizaine, maintenant je suis à la retraite. Par contre, depuis une dizaine d'années, nous avons de plus en plus de contractualisation. Il faut savoir qu'effectivement, quand vous passez un concours de la fonction publique d'État, eh bien, vous êtes nommé en fonction de votre rang, en région parisienne, voire beaucoup plus loin. Donc, il faut dire une chose, moi j'habitais Clermont-Ferrand, mon premier poste c'était Paris. Tous mes premiers postes ont été à Paris. Cela étant, les jeunes futurs collègues veulent être contractualisés parce qu'ils restent sur place, travailler au pays. Sauf que dans la fonction publique d'État, le principe c'est 3 ans de contractualisation, renouvelable 2 fois, et ensuite c'est dehors. Parce que tout simplement, l'administration, d'une part, elle utilise ses personnels, souvent très qualifiés, comme variable d'ajustement, comme vous l'avez dit, madame, ce qui s'est passé sur le licenciement massif de contractuels. Et d'autre part, ça lui permet également de ne pas respecter le déroulement de carrière et l'augmentation des rémunérations, qui s'appelle le TGV, ou le TVG, pardon. Le GVT. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, j'imagine que quand vous parlez d'harmonisation entre collectivités territoriales, il faut aussi s'appuyer sur le statut de la fonction publique, parce que très souvent, les dispositions qui tombent dans le statut de la fonction publique d'État retombent sur les statuts hospitaliers et territoriaux. Très très vite, sinon, je voulais dire que sur le droit de grève, excusez-moi, il y a un grand coup qui a été porté en 2011 sur le droit de grève. Autrefois, quand nous faisions grève, c'était retenu pour journée de grève. Maintenant, c'est retenu pour service non fait. Et qui plus est, ça impacte normalement les droits à pension. C'est-à-dire que ça, puisque dans la fonction publique d'État, je ne sais pas, territoriale, quand on fait 1 heure de grève, c'est la retenue d'une journée. Et ça impacte le droit à pension. Donc il y a effectivement coup contre le droit de grève. Je vous remercie. Oui, ça me permet de rebondir justement sur ce que tu dis sur le droit de grève, et puis aussi sur la question de la formation des élus. Effectivement, ça paraît nécessaire, et puis j'ai envie de dire pour la boutade, mais c'est qu'une boutade à moitié, mais si à la limite le niveau de rémunération des élus était lié au point d'indice, ils seraient peut-être plus prompts à se battre aussi pour l'augmentation du point d'indice. Néanmoins, parce que c'est vrai que il faut sur l'intervention aussi qu'il y a sur l'ensemble des débats. On est aussi dans le cadre des élections municipales. Donc forcément, on est à peu près toutes et tous d'accord sur les analyses, sur ce qui conviendrait peut-être éventuellement, en tout cas, à interroger, etc., etc., etc. Bon. Notre fédération, CGT, on porte quand même un bon nombre de revendications pour permettre justement la mise en œuvre des services publics territoriaux, quel que soit le territoire où c'est qu'on est. Ça me permet de rappeler aussi un principe, c'est qu'on n'est pas pour le régime indemnitaire, on est pour le régime indiciaire. C'est-à-dire que quel que soit où on soit rémunéré exactement de la même manière. Voilà. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Rappeler aussi, et puis partir de ce que vous disiez à très juste titre, c'est que le nerf de la guerre, effectivement, c'est le pognon. Voilà. Et c'est ce qu'ils nous disent aussi, et d'ailleurs, quand on les écoute à la télé, ils nous disent qu'il faut relancer la consommation. Bon, je vais dire un petit poncif, même si en étant à la CGT, je ne suis pas un consumériste, mais néanmoins, si on était payé correctement, on est toutes et tous d'accord qu'on consommerait. Hein? Bon, alors qu'on commence justement à avoir des niveaux de salaire décents, et effectivement, ça devrait relancer la consommation. Ensuite, quand on parle justement d'impôts aussi, on a parlé de l'égalité femmes-hommes. On est en 2025. Aujourd'hui, en 2026, aujourd'hui,
qu'on soit encore sur du constat de 25% de rémunération en moins pour les femmes, avec, sans compter justement l'accès aux postes à responsabilité qui est pas la même pour les femmes, pour les hommes, etc., c'est particulièrement ignoble. Voilà. C'est important aussi de le rappeler dans le débat, et puis rappeler aussi que justement, lorsqu'on a besoin, on parle de lever des impôts, eh bien rémunérer de la même manière les femmes et les hommes, eh bien ça fait rentrer des sous dans les caisses. Voilà. Donc, eh bien, commençons par là, mettons les femmes à égalité de salaire avec les hommes, et ça permettra de remplir les caisses. Et ensuite, et c'est là où, à un moment donné, je pense qu'au travers des élections municipales, c'est intéressant aussi d'interroger l'ensemble des candidates et candidats aux élections. C'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est à peu près tous sur les mêmes niveaux d'appréciation. Très bien. Sauf qu'une fois que les élections sont passées, lorsque les coûts portés par le gouvernement, ils arrivent, etc., nous, en tant que délégués, en tant que représentants du personnel, ensuite on discute avec l'élu qui a été élu aux dernières élections municipales, et puis il nous dit « mais ouais, mais c'est pas de ma faute, je suis obligé de mettre en place, et je peux pas faire autrement. » Bon. Très bien. Eh bien, si, on peut faire autrement. On peut faire autrement, parce que la fédération CGT, effectivement, elle porte certaines revendications. Pour ça, elle utilise le droit de grève. Mais justement, j'ai envie de dire, si on a les mêmes constats, eh bien, chiche, faisons grève ensemble dans ce cas-là. Parce que moi, que ce soit sur l'AMF, sur l'ADF, etc., une fois qu'ils sont élus, je ne les vois pas, dans la très grande majeure partie, se lever d'un seul homme contre le gouvernement en disant on a besoin d'avoir des moyens pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir rémunérer correctement nos agents, pour pouvoir mettre en œuvre les missions de service public, et puis surtout pouvoir permettre de mettre en œuvre aussi le projet politique pour lequel on a été élu. Donc j'ai envie de dire, eh ben chiche, chacun dans sa partie, c'est bien normal, faisons-le, nous faisons grève, et puis vous, eh ben commencez déjà par faire la grève de budget, voilà, et demandez à avoir les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les services publics. C'est un peu une conclusion quand même que tu nous fais là, donc merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que du coup, les autres questions soient faites une fois qu'on sera sorti de cette table ronde. Ce sera plus simple. Si vous voulez discuter peut-être avec les invités, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il me semble que c'est déjà pas mal. Il reste une question, c'est ça, Ghislain ? Oui, bonjour, Ghislain, je suis secrétaire de l'Union départementale du Puy-de-Dôme, CGT, et je rebondis justement sur les questions d'égalité salariale, parce que en cette veille de 8 mars 2026, il y a quelque chose qui est en train de se jouer tout de suite dans les négociations, que ce soit dans le public comme dans le privé. C'est la transposition de la directive européenne sur la transparence des salaires, où dedans il est notifié que c'est pas que à travail égal, salaire égal, c'est à travail de valeur égale, salaire égal. Donc là, ma question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre aujourd'hui, mais comment cela va être transposé dans le public, et notamment dans la fonction publique territoriale, avec les exemples qui ont été donnés là, où l'on voit qu'à la fois il y a de la diversité territoriale, mais il y a aussi, pour des postes différents, parce que dans la directive on parle bien de travail de valeur égale, il va bien falloir à un moment donné que justement des travaux de valeur égale soient rémunérés de la même manière. Et comment ça va se transposer dans la loi, je sais, j'ai entendu dire qu'en tout cas les négociations, ça freinait de partout, dans le public comme dans le privé, le patronat n'est pas chaud, et éventuellement, si vous avez déjà réfléchi aux outils que vous mettrez en place pour pouvoir mettre en œuvre cette directive européenne une fois qu'elle sera transposée en loi française. Oui, alors la transposition sera plutôt pour Marianne. Et moi, je veux bien donner quelques idées pour la suite, parce qu'elle n'est pas encore à l'ordre du jour du Parlement, la transposition. Donc, et j'ai l'impression, c'est ce que vous dites, ça va reculer vivement, cette affaire-là. Hein. Et la France risque d'utiliser tout le délai que lui offrent les astuces européennes pour le faire le plus tard possible. Mais après, ce que je peux dire, c'est que les collectivités, là, c'est le côté très positif de la libre administration, ce qui n'est pas interdit et permis. Donc les collectivités peuvent très bien imaginer une mise en œuvre. Et alors, je terminerai là-dessus parce qu'il faut toujours essayer d'être un peu inspirant, donc humblement. Moi, je prends ça sous ma casquette de président de centre de gestion, puis on va voir si on peut proposer quelque chose aux collectivités du Puy-de-Dôme. Voilà, ce que je propose. Ouais, mais j'ai pas la réponse sur l'agenda parlementaire de l'arrivée de ces travaux-là.
Mais c'est des débats qu'on a eu, par exemple, moi je vais revenir sur effectivement l'égalité salariale femmes-hommes, mais au moment de la réforme des retraites, la dernière en date passée en 49.3, on a eu des grands débats à l'Assemblée sur justement l'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes, parce qu'on le disait effectivement pour la consommation populaire, mais pour les retraites. Enfin, le jour aussi, les femmes cotisaient à hauteur des hommes, en fait, on rentrerait beaucoup d'argent dans notre caisse commune. Et ce débat-là, par exemple, on nous avait répondu avec des index, je ne sais pas si vous vous rappelez, même pour le travail des seniors, c'était d'avoir des index et de montrer les entreprises. Bon, moi, je suis assez favorable quand même à ce qu'il y ait des pénalités à un moment financière, en fait, des patrons qui ne respectent pas l'égalité salariale. Enfin, voilà, on a quand même aussi des outils, on a quand même une puissance publique qui pourrait mettre en œuvre ces outils, et c'est pareil pour les discriminations racistes qui existent aussi dans les boîtes. Enfin, on a peut-être dans le service public, quand on a des maires RN, j'imagine qu'être un agent dans une mairie RN, il y a des choses à regarder aussi sur comment sont traités à égalité les agents. Donc voilà, moi j'ai pas la réponse de ce calendrier-là, mais en tout cas on a plein d'outils, on avait fait nous plein de propositions avec des amendements pour qu'on pénalise effectivement les patrons qui ne respectent pas l'égalité. Dans les collectivités, tu le disais, il y a sûrement de bons exemples aussi à regarder et à diffuser pour l'appliquer, et aussi taper sur celles et ceux qui se servent de leur pouvoir pour discriminer, que ce soit les femmes ou d'autres personnes, qu'elles soient racisées, LGBT, parce que ça existe aussi dans la fonction publique. Donc c'est aussi des batailles que mènent les syndicats, mais que mènent aussi les politiques là où ils sont, en tout cas quand ils sont convaincus que le droit du travail doit être progressiste et il doit garantir l'égalité entre tous les travailleurs et les travailleuses. Je voudrais compléter, j'ai oublié 100 milliards. Je prie de m'excuser, j'ai oublié 100 milliards. On n'est plus à 200, on est à 300. Et ben c'est la réforme des retraites qui m'a fait penser. Parce que en tant qu'employeur, que ce soit Frédéric, Jean-Paul ou moi dans ce qui me concerne, on va devoir augmenter sur 4 années la cotisation à la CNRACL. Ça a des conséquences financières gigantesques pour les collectivités. Alors là aussi, avec un mauvais amalgame, le chapitre du personnel, le 012, qui augmente sans un ETP supplémentaire, même pas des temps complets, des temps incomplets qu'on remonte, comme qu'on pourrait faire à Ambert. Simplement parce que la réforme des retraites, l'État a pris 100 milliards dans les caisses de la CNRACL pour financer la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on a en train d'augmenter le taux de cotisation pour récupérer les 100 milliards. C'est un hold-up. On peut plus les arrêter en fait. Alors, on va quand même arrêter parce qu'au bout d'un moment, il faut aller faire pipi, tout ça. Alors, je vous propose donc de rejoindre, voilà, dans la salle, les personnes avec lesquelles vous avez envie de discuter, avec lesquelles vous avez envie de poser, auxquelles vous avez envie de poser des questions. On vous remercie en tout cas de votre écoute, de vos questions, et puis à très vite. Alors, merci beaucoup. Ouais, un petit mot rapide quand même, avant que tout le monde se lève, si c'est bon. Un grand merci aux intervenants quand même, Marianne, Jean-Paul, Frédéric, Tony. Un grand merci à Héloïse quand même, parce que on n'a pas fait de pause, et ça a été un peu long, mais on y est arrivé quand même. Et il reste encore maintes questions. Moi, je tenais à remercier tous les camarades qui ont aidé, toutes les structures CGT qui ont été présentes aujourd'hui. Un grand merci aux petits jeunes de la COP, puisque ce débat sera filmé et sera dans les réseaux de la CGT. Merci à tous. Vive les services publics territoriaux, vive les agents, vive les agents. Merci à toi, oui merci à toi, on ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à toi qui bouge, qui organise, qui met en place, qui à chaque fois te déplace. Celui et celle qui nous porte là, celui ou celle qui avec nous sympathise, quoi qu'on en dise. Merci à toi, oui merci à toi, on ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à toi de rester unis, de rester solidaire, de rester combatif malgré tout ce qu'on te dira.
Merci à toi qui reste sur le terrain, qui croit en nous, qui défend les autres et pas que toi. Merci à toi, oui merci à toi. On ne t'oublie pas, heureusement que tu es là. Merci à toi et toi et toi et toi enfin, merci à toi.